Justement, tu mentionnes plusieurs fois le concept de post-humain. Est-ce que tu pourrais dire justement, finalement, que signifie ce concept? Et puis, est-ce que pourquoi typiquement il est encore critiqué par certains transhumanistes? Et puis, est-ce que finalement c'est la destinée de l'humanité sous l'angle transhumaniste? Est-ce que ce serait justement ce post-humain? Ça, il y a le problème de la définition de l'humain. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui nous est important dans l'homme? Et qu'est-ce qu'on valorise? Quand on parle de post-humanité, de fait, les mots sont toujours piégés. C'est très facile de caricaturer, de dire, bah du coup, ils sont plus pour l'humain, ils sont pour des machines, ils sont pour des processus automatiques. On aura de moindre humanité, c'est-à-dire tout ce qui faisait la beauté de l'homme, sa créativité, sa fragilité dans le sens son ouverture à l'autre, son amour des autres, tout ça on va le perdre et on va être dans quelque chose de complètement soit chaotique, soit qui part dans tous les sens, soit de extrêmement brutal. Donc le concept fait peur, mais en réalité, quand on y réfléchit, c'est simplement voilà la continuation de l'esprit et notamment de la personne une fois que les sciences et les techniques permettent en fait de vivre plus longtemps et d'utiliser toutes ces possibilités techniques. Et moi, il me semble que là, on ne devrait pas avoir peur du concept de post-humanité, parce que voilà, le souci, ça va vraiment être la mort. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de transhumanistes qui sont, on va dire, très soft, qui sont longévitistes uniquement, qui vont un peu rejeter la notion de post-humanisme, de post-humanité, alors qu'en fait, la question de la longévité, pour le coup, elle est fondamentale. À partir du moment où on a une longévité énorme, pour le coup, je pense que ça bouscule vraiment l'assise de l'humain tel qu'on l'a pensé quasiment depuis tout le temps, et spécifiquement dans l'humanisme classique. Là, si on est il n'y a plus de mortalité dans ce monde, ça bouscule quand même tout, parce que potentiellement on n'a plus besoin de se raccrocher à cette idée d'âme à laquelle on ne croit déjà plus d'ailleurs dans l'humanisme actuel, et on passe vraiment à autre chose. C'est une révolution anthropologique. Donc pour moi, le post-humain, c'est d'abord ça, c'est-à-dire c'est l'humain qui ne meurt plus, c'est l'esprit qui est passé à travers l'humain pour atteindre un autre stade de son existence et d'autres possibilités. Et pour le coup, alors c'est spéculatif, d'accord, mais en même temps, on voit bien avec les progrès, l'accélération des biotechnologies que cette question se pose, cette question panique. Les philosophes, elles paniquent, ceux qui parlent d'éthique. Mais encore faudrait-il démontrer que ce que on aime dans l'humain n'est pas transférable, ne va pas passer dans un humain qui ne meurt plus, dans un post-humain. Ça, il me semble que c'est pas facilement démontrable. Donc voilà, pour moi, on a cette crainte du post-humain qui est, je pense, en partie mal fondée et qui est en partie liée à cette survalorisation de l'humain, qui d'ailleurs aujourd'hui peut nous poser des problèmes parce que ça peut justifier, par exemple, un traitement des animaux qui est extrêmement problématique pour le coup. Quand on est pour le coup ouvert justement à la vie dans sa diversité et à la vie dans sa contradiction, quand on est sensible à la souffrance des vivants et qu'on va un peu plus loin que l'humain, qu'on se décentre un tout petit peu, et on voit qu'on a des comportements et des manières de faire qui sont absolument abominables, me semble-t-il. Donc, et là, pour le coup, moi, j'aurais tendance à être un tout petit peu réaliste au niveau moral, et peut-être parce que j'ai un côté schopenhauerien, mais il me semble qu'on partage quelque chose de commun, et c'est hyper visible dans les animaux, puisqu'on est des animaux aussi, donc on peut très facilement se mettre à leur place, on a des structures cérébrales identiques, mais il me semble que même à un niveau plus profond, on est de la même manière des êtres qui sommes faits pour fuir ce qui nous nuit. Alors c'est pire chez nous, puisqu'on est conscient avec la réflexion et tout ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose de commun et qu'il est quasiment une évidence métaphysique que les animaux souffrent et que on peut difficilement ne pas être sensible à ça. Pour le coup, il faut rajouter une grosse couche de culture et de justificatif pour être totalement insensible et accepter qu'on maltraite les animaux et tout ça. Alors c'est vrai que ça pose d'autres questions du coup immédiatement, c'est-à-dire est-ce qu'on doit, puisque eux ils vivent comme ça, les écosystèmes sont ainsi,
Est-ce qu'il faut les valoriser, les laisser faire? Est-ce qu'il faut les intervenir dessus? Et ça, on en a parlé à Transvision, et toute cette question de l'interventionnisme possible sur les animaux. Et là, on voit bien aussi que la post-humanité, ça peut être ça, c'est-à-dire c'est aussi la manière dont l'esprit, je dis l'esprit, au sens très large, dans cette nouvelle configuration post-humaine et avec une puissance technique énorme, va justement faire retour sur d'autres formes du vivant ou de l'esprit, et notamment les formes animales. Et est-ce qu'on modifie les écosystèmes? Est-ce qu'on les laisse faire? Est-ce qu'on demande même? Je sais que là, récemment, il y a des études qui sont faites sur peut-on comprendre le langage grâce à l'IA, les langages des animaux, le langage des baleines, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait même demander aux animaux ce qu'ils en pensent, ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'on pourrait... J'avais fait une expérience de pensée dans mon bouquin où peut-être qu'on aurait un dispositif qui permettrait, quand on s'en approche, quand un animal s'en approche, d'augmenter son niveau de conscience pour se demander lui-même, qui se demande lui-même s'il préfère être plus conscient, plus comme l'humain, ou rester dans sa condition animale. Alors ça, c'est un peu absurde, mais quand on se pose cette question, on se dit, puisque nous on pense en tant qu'humain, on se dit, il est quand même meilleur d'être humain qu'animal. Il y a très très peu d'humains qui préfèrent être animal. Et même d'ailleurs dans les expériences chamaniques ou les expériences psychédéliques, de drogue, il y a quand même cette idée de je fais ça, mais en tant qu'humain, en tant que je m'en rappelle et que je le valorise dans un processus spirituel ou de compréhension de la nature. C'est très humain pour le coup, quand bien même on prétend se fondre dans la nature. C'est toujours très humain, ces fusions en fait. Donc voilà, il me semble que le post-humain, ça recouvre tout ça, et c'est absolument pas quelque chose qui doit faire peur. Il me semble que, alors, j'aime pas dire hyper humain ou plus humain que l'humain, parce que là on reste dans l'idée d'humain, il y a un peu un fétichisme de l'humain, mais vous voyez l'idée, c'est que si effectivement on pense que ce qui compte dans l'humain, c'est au-delà du mot, c'est l'esprit, c'est la réflexivité, c'est la bonté, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'exploration, tout ça ne peut que passer et se continue en fait son aventure dans le post-humain. Le podcast Humain demain.